Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. 1er novembre 2023 sur les côtes de Los Angeles. Ça y est, le grand jour est arrivé. Alors que les premiers surfeurs attaquent déjà les vagues d'Huntington Beach, les équipes d'Ultimate s'entassent sur le ponton en préparation de la parade des drapeaux et de la cérémonie d'ouverture. Pour la France, c'est la jeune Camille Blanc qui a été désignée porte-drapeau. Joueuse de l'équipe mixte, c'est un jour encore plus particulier pour elle. Elle fête ses 18 ans. 16 nations sont représentées et un hommage appuyé est rendu aux Ukrainiens. Il est 11h, place au jeu. Women's Division USA versus Spain. Game on! Les féminines sont mises à l'honneur sur le match d'ouverture avec le pays hôte, les États-Unis, face à l'Espagne. Victoire 13-6. Mais il est temps de faire un peu plus connaissance avec nos 3 équipes françaises. Bonjour à tous, ici Quentin Dupré-Latour pour Focus Ultimate dans les studios de Lyon. Nous allons aujourd'hui parler de la composition des listes de l'équipe de France. Déjà, pour petite mise en contexte, ce championnat du monde à Los Angeles n'est pas le premier à avoir lieu, mais il est supposé le 3e, vu qu'il y a eu 2 annulations du coup en 2020 et 2021. C'est donc une compétition qui est particulièrement délicate à aborder, puisque au lieu des 7 divisions habituelles, il n'y a que 5 divisions. Et dans les 5 divisions, du coup, les équipes de France n'en ont envoyé que 3. Difficile donc de se motiver pour un projet, alors que on a déjà eu des projets précédemment et c'était compliqué avec les annulations. Il y a également le coût du voyage qui a eu un impact sur les joueurs pouvant se présenter aux listes. Et du coup, il faudra garder qu'il y a une nuance importante entre les joueurs qu'on a en France et les joueurs qui se sont présentés lors des stages. À côté de ça, il y a également aujourd'hui 23 équipes de France et un calendrier international qui a été surchargé pour l'année 2023, qui est une année de reprise, où il y a eu du coup un championnat d'Europe, avec notamment la victoire de l'équipe de France mixte. Il y a eu également un championnat d'Europe Master, où on a eu la victoire des féminines, du coup, Master Woman. Il y a aussi eu un championnat d'Europe des clubs. Il y a eu également un championnat d'Europe des clubs Beach, à Royan. Et il y a eu également le championnat d'Europe junior. Vous voyez, donc beaucoup de compétitions, donc ça a dilué l'énergie. Et pour beaucoup de joueurs de haut niveau, les portefeuilles ne sont pas extensibles, tout comme le physique, puisque certains joueurs se sont blessés. On va commencer dans un premier temps, du coup, par la liste de l'équipe de France mixte. Donc le mixte qui est composé aujourd'hui de 16 joueurs venant de 8 clubs différents. Pour la répartition, on a 5 joueurs-joueuses venant de RFO, Île de Ré, 3 joueurs qui viennent de Magic, 1 de Frisgo, 1 du PUC, 2 de Seskidistou Strasbourg, 1 de 33 Tours Bordeaux, 1 d'Isnogoud et 1 des Manchots du Mans. Par rapport à la répartition des joueurs, au niveau des filles, il y a 2 joueuses qui pour moi devraient porter l'équipe. Il y a Lison Borneau, qui aujourd'hui est licenciée à Blois et qui apporte énormément aux équipes de France et notamment des super World Games l'année dernière. À côté d'elle, il devrait y avoir également Tiffaine Lachi qui devrait faire beaucoup de bien. Tiffaine Lachi qui est en équipe de France junior depuis 2011 et qui a depuis enchaîné les cycles adultes, a eu beaucoup de place sur beaucoup de projets, notamment avec les Seskidistous où elle a participé au championnat du monde. Autour d'elle, il y a 3 joueuses que j'attends beaucoup. Ce sont 3 jeunes joueuses qui sont encore dans une courbe de progression et qui n'ont pas donné la totalité de leur potentiel, qui pourraient d'ailleurs exploser sur cette compète. Il y a Salomé Rollet des RFO et sa collègue des RFO, donc Camille Blanc, qui est auteure d'une superbe finale lors du championnat du monde du vin junior. Et enfin, Maëva Koussi, qui commence à tourner maintenant à haut niveau depuis quelques années et qui devrait exploser à ce moment-là. Au niveau des garçons, il y a 2 joueurs qui ont une expérience longue comme le bras, donc qui ont joué même en professionnel, Sacha Poitsekolski et Nasser Mbaye. Licenciés l'un à Strasbourg et l'autre à Noisy-le-Sec. Ces 2 joueurs, du coup, ont un énorme impact et une énorme expérience. Donc même si Nasser aujourd'hui est assez vieillissant, puisqu'il a dépassé les 40 ans, il a aujourd'hui peut-être une condition physique meilleure que la totalité des masters français, ce qui explique aujourd'hui sa place en équipe de France mixte.
Et on retrouve autour d'eux 3 tours de contrôle. Tony Dimier, on a aussi Antoine Liron et Léo Stangenek, 3 joueurs qui sont très 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 grands, qui ont un physique de beach parfait, avec un Tony et Antoine qui par contre sont un petit peu lourds, mais qui du coup leur amènent beaucoup de densité sur les duels aériens physiques. Et enfin, on a les 2 joueurs actuellement que j'ai peut-être le plus de plaisir à voir jouer. On a Elliot Bonnet, des 33 tours Stade Bordelais, qui actuellement en fait crève l'écran, hein. C'est pour ceux qui ont eu la chance de regarder le Toms tourné. Il a été monstrueux avec les 33 tours. Et l'autre joueur, du coup, c'est Caïs Maté, qu'on a vu gagner la totalité des compétitions juniors depuis qu'il a 13 ans, et enchaîner victoire après victoire, et qui cette année s'est enfin installé comme un cadre de l'équipe de France, après avoir amené sa sélection junior jusqu'à la place de vice-champion du monde à Wrocław. Autour d'eux, pour les coacher, il y aura donc 2 personnes. Il y aura Raphaël Maté, donc le papa de Caïs, qui vient des RFO et qui aura donc 5 joueurs du coup de son club, ce qui va aider notamment à cadrer. Et enfin, Cédric Testard, qui a réalisé un énorme travail de formation avec les Frisgo de Blois et qui aujourd'hui va apporter une énorme expérience à l'équipe. Après le mix, il y a également l'équipe de France Open, qui aujourd'hui se répartit sur 15 joueurs venant de 9 clubs différents. Au coaching, on retrouve le couple Ludovic et Anne-Laure Romano, qui sont donc autour des équipes de France depuis maintenant des années, et Ludovic qui a désormais été même directeur technique national à une époque, entre la période 2011 à pratiquement jusqu'au Covid. Dans l'équipe, on retrouve quelques noms plutôt connus. Donc pour cadrer l'équipe, on a Thibaut Brazeau, qui était déjà en 2015 dans l'équipe de France Beach. On a Laurent Faye, qui a été professionnel du coup à Montréal, joueur des Tchaks, et qui était en équipe de France 2017 au moment de la médaille de bronze à Royan. Et Vincent Habitat, qui joue également Tchak, mais qui était remplaçant en 2017 à Royan, et qui cette fois-ci est passé de l'autre côté et est titulaire. Le doyen de l'équipe, c'est Jean-Sébastien Gilou, JS, coach et joueur cadre des Frisélis, qui tourne maintenant dans les équipes de France diverses et variées depuis des années, qui est le coach de l'équipe de France sur herbe, et qui a décidé là de se faire un dernier projet open à haut niveau. En tout cas, dernier vraisemblable. Il est possible qu'il y en ait d'autres derrière, mais actuellement, c'est possiblement le dernier vu son âge. Et qui va devoir composer avec une équipe très jeune pour aller chercher une performance et peut-être même aller défendre la médaille. Autour d'eux, il y a Mehdi Boulanoir, que j'attends énormément, donc un joueur qui est très grand, très athlétique, très très vif, qui manque peut-être encore de maturité dans les duels aériens, mais qui est un joueur monstrueux. Donc à lui de prendre assez d'impact sur cette compétition pour performer. Et on retrouvera également du coup les 2 joueurs d'Is No Good, Arthur Odompong et Sébastien Page, qui aujourd'hui ont pris beaucoup plus de place dans l'équipe et commencent à s'imposer comme des joueurs cadres des équipes de France. Enfin, moi, il y a 2 surprises que je relève dans cette équipe, ce que j'appelle la vague de fraîcheur. On a du coup Roger Michael, qui joue au PUC, et on a Clément Ray, qui joue avec les BTR de Toulouse. Voilà, on va voir comment ils se comportent sur leur première grosse compétition internationale dans un effectif réduit. Ça peut être un bon moment pour eux pour exploser et du coup gagner leur place pour autres. Dans tous les cas, l'expérience sera très très forte et on a hâte de voir ce que ça rend. Enfin, dernière équipe de France qui a réussi à se rendre, l'équipe de France des Grands Masters, donc nos vétérans à nous. Cette fois-ci, une grosse répartition au niveau des clubs. On a 16 joueurs et qui viennent de 11 clubs différents, avec seulement 3 clubs qui ont réussi à avoir 2 joueurs dans l'équipe, donc une liste très variée. Et les 2 clubs, les Fristois, les 33 Tours ou les Frisgo. Il faut noter la présence dans cette équipe de Benoît Brosse, des Fristois, de Alexis Boileau, qui est anciennement du PUC, qui désormais joue Frisélis, de Damien Delbecq, qui est au RFO, anciennement du coup, qui jouait avec Da Ultimate et qui était en équipe de France déjà en 2003. Enfin, Cédric Wagenstruss, qui est lui chez C'est ce qu'ils disent tous de Strasbourg et qui est le kiné des équipes de France depuis pratiquement 15 ans maintenant. Mais bon, tout ça, vous retrouverez tous les éléments et toutes les informations dans le podcast d'hier. Excellent podcast que je vous recommande d'ailleurs. Bonne journée à vous. Dans la division mixte,
14 équipes engagées. La France est classée à la 5e place au classement mondial. Elle n'avait qu'un seul match à jouer et entre parfaitement dans la compétition face à l'Ukraine, 13-5. Les piliers Nasser Mbaye et Sacha Poite font le job, impliquant toute l'équipe. Le match est plié rapidement. Direction l'Asie pour les Grands Masters, une division avec seulement 7 équipes inscrites. Ça commence par un format championnat où toutes les équipes s'affrontent. Il vaut mieux en sortir parmi les 3 premiers pour aller en poule haute et s'assurer directement une place en demi-finale. La France est justement à la 3e place du classement des nations dans cette catégorie et nourrit donc de grandes ambitions. Face au Japon, les Grands Masters se font peur en première mi-temps, n'arrivant pas à faire le break. À 4-4, un temps mort judicieusement placé, le cap de la mi-temps qui tourne en sa faveur et l'équipe s'envole. Elle semble avoir trouvé ses marques. Score final 10-5. L'adversaire suivant est Singapour. Contrairement aux Français, c'est déjà son 3e match de cette longue journée. Avec une liste de joueurs réduite, 12 contre 15 pour nos grands mâts, 2 paramètres qui vont a priori peser dans la physionomie du match. En attaque, Singapour marque très rapidement son premier point. La France, quant à elle, peine à se trouver. C'est brouillon. Elle perd beaucoup de disques, mais parvient toujours à défendre derrière. Après 8 minutes, le point est enfin marqué. C'est laborieux, les Français ne sont pas fiers, et pourtant c'est peut-être ça qui va les mener à la victoire. En face, les joueurs paraissent épuisés. La défense française est très présente et les joueurs de Singapour ne parviennent plus à mettre en place leur petit jeu rapide qui leur avait permis de battre le Venezuela. À 10-2, les Français relâchent un peu, ou accusent le coup eux aussi physiquement, laissant Singapour remonter un peu. Score final 13-5 avec 4 points de Yann Guinaudot. Pour l'Open, 10 équipes représentées. La France est également classée 3e au départ de la compétition derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne. Je vous propose de retrouver 2 joueurs de l'équipe pour nous raconter cette journée. Un petit nouveau en équipe de France qui vient des RFO et un qui a déjà une grande carrière internationale en France et au Canada, licencié tchèque. Je suis avec 2 joueurs de l'équipe Open, Laurent Faye et Tony Douard. Salut les gars. Salut. Salut. Alors, racontez-moi comment s'est passée cette journée. J'ai pas pu suivre vos matchs, alors il va falloir nous raconter tout ça en détail. Déjà, comment vous aviez abordé au début ce matin en arrivant, la cérémonie et tout ça, dans quel état d'esprit vous étiez ? Ça fait vraiment plaisir de retrouver toutes les nations pour une belle cérémonie. On s'est tous retrouvés sur le ponton, en tenue avec les drapeaux flottants, dans un cadre qui est assez exceptionnel. Ouais, il y avait les 3 équipes qui sont présentes, là, qui représentent la France. Et il y avait vraiment une bonne ambiance entre tout le monde. Voilà, ça a chanté, ça a dansé. C'était vraiment une très belle cérémonie, comme a dit Laurent, dans un cadre idyllique. Donc c'est vraiment chouette. Pour toi, c'était une première, Tony, dans cette équipe de France. Ça a fait quelque chose de particulier ? Oui, effectivement, c'est la première fois. Et déjà, ça met une pression quand même de représenter la France dans un championnat du monde. Et voilà, faut être confiant, faut avoir des camarades sur qui on peut compter et c'est le cas, donc ça permet vraiment de pouvoir développer son jeu et ce qu'on sait faire. Et ouais, pendant la cérémonie, on va pas se cacher, il y a des petits frissons. Ouais. Alors vous aviez 3 matchs pour ce premier jour, quelles étaient un peu les consignes ? Mais déjà, on s'est levé assez tôt ce matin pour la préparation, rester bien calme et arriver assez tard pour la gestion de la chaleur, ce qui fait très très vite chaud ici. Puis engager le tournoi du mieux possible contre l'Allemagne. Donc contre l'Allemagne, ça commençait fort. Comment ça s'est passé ce match ? C'était un match assez serré quand même. On a une offense qui a très très bien déroulé son jeu, qui n'a pas perdu une offense, je crois. Et on a Ladi derrière qui a fait le taf en concrétisant 2 ou 3 breaks, je crois. Donc non, c'était un très beau match avec de l'intensité et qui nous a permis de bien nous mettre en jambe, de bien créer des bonnes connexions en plus de celles qu'on avait déjà. Donc vous commencez par une première victoire. Est-ce que vous y attendiez ? C'est quoi un petit peu vos ambitions là dans ce championnat ? On peut s'attendre à rien du tout parce que d'une année sur l'autre, les rosters sont complètement changeants. L'Allemagne, on sait que c'est une très grosse nation en Europe. Et donc agréablement surpris quand on a réussi à ralentir leur jeu. Des gros gabarits assez grands qu'on a réussi à faire des erreurs. Alors deuxième match, c'était contre le Japon. Donc là, ouais, jeu totalement différent. On sort de l'Europe cette fois. Comment il fallait l'aborder celui-là ? Effectivement, moi qui ai un peu plus l'habitude de jouer contre le Japon, des gabarits plus petits, plus rapides, comment l'aborder ? Justement en essayant de bloquer ce jeu rapide, chose qu'on a réussi. Une équipe du Japon, faut pas se le cacher, qui est un peu moins forte que d'habitude, que ce qu'on peut rencontrer. Après, ne jamais dénigrer parce que ça reste l'équipe nationale.
Donc très heureux d'avoir pris le dessus rapidement sur cette équipe japonaise. Donc 2 victoires et vous terminiez avec la Grande-Bretagne. Et là, c'était un petit peu plus difficile. Oui, forcément, c'est un peu plus difficile. La Grande-Bretagne, c'est vraiment une grande nation en Europe et même au niveau international. C'est un match où au début, on a pris 2 breaks assez rapidement. On a rapidement quand même réussi à resserrer au score pour avoir une mi-temps largement abordable où il devait y avoir 7-6 pour eux, sachant qu'on recommençait derrière avec l'offense. Derrière, c'est un peu leur expérience qui a parlé. Nous, on s'est un petit peu précipité et donc ils ont réussi à prendre un petit peu le large, même s'il y avait quand même toujours une grosse défense de notre part. Mais ils ont réussi à mieux concrétiser derrière et donc après à mener jusqu'à gagner 11-7. Toi, Laurent, qui a un peu d'expérience, comment tu sens maintenant le groupe, jusqu'où vous pouvez aller ? Donc on a discuté forcément après cette première défaite, mais pour une première journée comme celle-ci, c'est absolument parfait. On s'attendait à pas grand-chose, on repart avec 2 victoires et une petite défaite. Donc on est très confiant pour la suite. Le maître mot va être encore une fois beaucoup de repos avec cette grosse chaleur. 3 matchs par jour, encore pendant 2 jours, donc très intense comme format de compétition. Je sais qu'à Royan, c'est ce qui nous a aidé, c'est la piscine, du frais, beaucoup dormir. Donc c'est ce qu'on va réitérer cette année. Les anciens vont être là pour s'en assurer. Et toi, Tony, est-ce que tu as réussi à trouver ta place dans cette équipe de France ? Ouais, j'arrive à bien trouver ma place. Je suis sur la ligne de 10 et vraiment très fier du travail qu'on produit avec la défense. Hier, on a eu la chance d'avoir un petit match d'entraînement contre la Grande-Bretagne où on a réussi à concrétiser aucune D au final. On a fait des D mais on n'a pas réussi à breaker. Et là aujourd'hui c'est complètement l'inverse. On a fait des D et on a réussi à concrétiser derrière. Donc la ligne de D monte en puissance au fur et à mesure. Faut essayer de garder ce cap là et continuer à monter en intensité pour essayer de gratter un peu plus à chaque fois. Quel est le programme de demain ? Demain, programme bien chargé encore parce qu'on va jouer contre l'Irlande, Singapour et le Canada. Alors là, quelles seront les clés à ton avis, Laurent ? Pour l'Irlande, au vu des résultats, ça devrait bien se passer. Après, un Irlandais n'abandonne jamais, toujours se méfier. Singapour, j'ai joué contre eux une seule fois. Ils nous ont donné un très très gros match. Et le Canada, je vais jouer contre une nation que je connais pas mal pour avoir joué pour Montréal pendant 2 ans. Donc je sais que ça va être que des très gros matchs. Donc encore une fois, aborder le mieux possible cette deuxième journée. Merci beaucoup à tous les deux. Résultat de cette journée, victoire 13-10 et 13-3 face à l'Allemagne et au Japon et défaite 11-7 contre la Grande-Bretagne. Ce jeudi, Irlande, Singapour et Canada au programme pour l'Open. Beaucoup de matchs car là aussi format round robin où toutes les équipes s'affrontent. Il faut être dans les 8 premières pour accéder aux playoffs et même si possible dans les 5 premières pour ne pas avoir un quart de finale trop compliqué. 3 matchs également pour l'équipe mixte contre l'Allemagne, Milo Dino et la Colombie. L'occasion de faire une petite parenthèse sur Milo Dino, équipe de Singapour. En mars, après avoir pris la décision d'annuler les divisions Master féminine et Open, la WFDF, par la voix de son président Robert Roche, explique « Il est clair que les effets de la pandémie se font toujours sentir par nos membres et nos joueurs, certains pays nous informant que des participants ont choisi cette année d'assister à des événements plus proches de chez eux et avec des déplacements moins coûteux. » Mais pour rentabiliser néanmoins l'événement et les installations, la Fédération mondiale décide d'organiser un challenge international d'ultimate sur plage pour les clubs en division mixte. Clubs et nations en même temps, au même endroit, alors que certains pays ont du mal à envoyer une équipe nationale, organisé en quelques semaines à 7 mois de l'événement. Une logique ambitieuse qui a semble-t-il fait un flop puisque ce challenge a lui aussi été annulé en dernière minute. Mais difficile d'annoncer ça à des équipes qui viennent de loin et ont déjà engagé des frais conséquents. Milo Dino de Singapour et TC Panda de Chine ont donc été intégrés à la compétition mixte. Ils ne pourront pas jouer les premières places, mais les points contre eux comptent. Enfin, c'est la grosse journée des Grands Masters avec des matchs sans doute décisifs face au Canada, aux États-Unis et au Venezuela. Goodbye, see you. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.